Bonjour à tous, Nicolas Bocquet, directeur général de l'Institut Paris Région, très heureux de vous accueillir dans nos locaux. Je pense que beaucoup d'entre vous les connaissent déjà, sinon nous sommes ravis de vous y accueillir au pied de la Tour Pleyel et de la gare pour ce petit déjeuner décideurs, chercheurs, consacré au lien entre biodiversité et changement climatique et organisé en collaboration donc, entre l'IPR et le GREC francilien. Une matinée très importante pour nous, importante d'abord par son thème, l'actualité météorologique illustre malheureusement la gravité et l'urgence de cette situation. Une situation que nous percevons à travers notre propre bien-être, mais en réalité, pour laquelle il est essentiel de nous décentrer et de d'abord percevoir l'influence de cette situation sur la biodiversité, sur les écosystèmes. C'est quelque chose sur lequel régulièrement nos collègues de l'Agence régionale de la biodiversité ici à l'Institut nous apprennent, nous renseignent, nous alertent. Et sur ce lien entre biodiversité et changement climatique. Le changement climatique, il est déjà à l'œuvre, il a déjà des effets sur les écosystèmes franciliens et en même temps, dans une de ces boucles de rétroaction qui peuvent nous préoccuper au plus haut point, ces transformations peuvent aussi remettre en question la capacité de ces écosystèmes à moduler le changement climatique. Alors on est très heureux de pouvoir traiter cette question main dans la main avec le GREC francilien. C'est une collaboration. J'aimerais vraiment remercier tous ceux qui contribuent chez nous, Brigitte Guigou et puis vraiment toute l'équipe du GREC, Nathalie et l'équipe, vous tous, parce que c'est une collaboration vraiment de confiance qui s'est construite et qui est intelligente parce qu'elle articule la manière dont vous mobilisez le state of the art scientifique autour de ces questions, et nous apportons notre lien avec les collectivités, notre lien avec les acteurs territoriaux, notre connaissance aussi de la planification et de l'aménagement de cette région. Sur ces enjeux, nous avons une actualité forte. L'ARB a publié un état de santé de la biodiversité il y a quelques semaines qui fait vraiment référence et qui, en plus, je dirais, d'être la vigie de l'évolution de la biodiversité en Île-de-France, étudie dans le détail justement ces interactions avec la question du changement climatique. On va publier dans quelques semaines aussi une publication sur les solutions fondées sur la nature, qui sont évidemment un levier essentiel, la bonne direction qu'il nous faut prendre aujourd'hui. Et puis tout ça, de manière extrêmement partenariale, se retrouve dans notre observatoire francilien de l'adaptation au changement climatique, l'OFAC, avec vraiment là aussi une approche collaborative, une approche en équipe pour tous les partenaires réunis pour ça, vraiment rassembler nos forces, rassembler nos connaissances et rassembler nos énergies pour aller dans la bonne direction. Nous, à l'Institut, on n'est pas là seulement pour observer, on est là pour aider les autres à agir sur ces questions qui sont vraiment au centre aujourd'hui des grands enjeux d'aménagement francilien. Et pour nous, voilà, c'est vrai qu'en tant qu'agence d'urbanisme, outil d'aménagement, la question centrale, la question qu'on pose au centre, c'est la question des sols, c'est la question de la réduction de la consommation foncière. Et de ce point de vue-là, voilà, il y a les choses ont commencé à bouger. Le SDRIF, qui a été adopté l'année dernière, était quand même un outil très puissant. Et au début de l'année, on a montré, à travers le nouveau MOSC, qu'on est déjà à une réduction sur la période 2021-2025, une réduction de presque 30% de la consommation foncière par rapport à la période précédente. Donc les choses bougent, les acteurs bougent, et nous, on est là pour les faire bouger main dans la main. Le GREC francilien, avec cette capacité, toute cette connaissance et cette science mobilisée notamment dans les différents carnets, et puis l'Institut avec son lien avec les acteurs, sa capacité aussi à faire des retours d'expérience et puis à créer des coalitions. Voilà. Donc voilà pourquoi c'est vraiment un moment très important. Je remercie tous ceux qui ont contribué, vous tous qui participez, et je passe le relais à Nathalie. Merci beaucoup pour cette introduction, Nicolas.
Bonjour tout le monde. Donc moi je me présente, je suis Nathalie Denoblé, je suis climatologue au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement et je suis co-responsable du GREC francilien aujourd'hui avec Sébastien Barrault qui est écologue et qui ne peut pas être avec nous. Alors je voudrais juste rappeler pour ceux qui ne nous connaissent pas, le GREC francilien c'est le groupe régional d'expertise sur le changement climatique et la transition écologique en Île-de-France. Nous sommes en fait une interface science-décision constituée d'un réseau de chercheurs de toutes disciplines. Nous avons effectivement dans notre réseau bien sûr des écologues et des climatologues, mais aussi des économistes, des ingénieurs agronomes, des hydrologues, des épidémiologues, des philosophes des sciences, et j'en oublie évidemment. Donc notre objectif principal, comme l'a rappelé tout à l'heure Nicolas, c'est vraiment d'éclairer la décision publique en facilitant et en favorisant la prise en compte des recherches et des connaissances scientifiques les plus récentes sur le climat et sur la biodiversité. Alors nous avons été fondés en 2021 et à l'époque il y avait donc Robert Vautard, climatologue, Luc Abadi ici présent, écologue, Jean-Jacques Perrier, journaliste scientifique et consultant transition écologique et moi-même. Et puis Valérie Lillette, anthropologue de formation, nous a rejoint et est aujourd'hui la chef de projet du GREC. Alors nous avons été fondés sous l'égide de l'Institut Pierre-Simon Laplace et de l'Institut de la transition environnementale. Et nous avons pu démarrer grâce à un financement de la mission des initiatives transverses et interdisciplinaires du CNRS. Et depuis notre création, nous avons très vite été soutenus par convention par la région Île-de-France et par la ville de Paris, que nous remercions chaleureusement, et plus récemment aussi par le département du Val-de-Marne, que nous remercions également. Le GREC siège aussi depuis plus de 2 ans dans plusieurs commissions du Césaire de la région Île-de-France. Alors, climat et écologie, qui nous intéressent aujourd'hui, sont tous deux des composantes du système Terre. Et en tant que telles, elles s'influencent mutuellement. Elles doivent donc être traitées simultanément lorsqu'il s'agit de travailler sur leur dérèglement. Et donc, c'est ce que s'efforce de faire le GREC depuis sa création. À l'échelle des territoires, il s'agit de penser et de mettre en œuvre des actions en pensant non pas à résoudre des questions climatiques ou de biodiversité, mais vraiment de rechercher les co-bénéfices des stratégies à mettre en œuvre. En partant de l'angle biodiversité, c'est ce que Luc va s'efforcer de nous démontrer ce matin. Donc merci à toutes et à tous de votre présence. Merci à toutes les personnes de l'IPR qui nous font confiance et avec qui nous travaillons efficacement vraiment depuis quelques années. Donc je vais citer Christian Thibault, Thomas Emerdinger, Jonathan Flandrin, Sandra Garrigou, Erwan Cordeau, Brigitte Guigou, Gabriel Huard, et j'en oublie bien d'autres, mais je vous remercie tous pour votre aide et votre appui. Bonne séance. Merci beaucoup. Donc Brigitte Guigou, Valérie Lillette, nous allons avoir le plaisir d'animer ce petit déjeuner ce matin. Alors très vite, quelques règles du jeu. On est ensemble jusqu'à 11h. Vous allez avoir un certain nombre de présentations. Le PowerPoint sera mis en ligne. Le podcast est aussi mis en ligne. Et vous avez trouvé une bibliographie sur le présentoir et des documents. N'hésitez pas à les prendre. Alors, notre temps en commun va être organisé autour de 3 interventions. Classiquement, petit déjeuner décideur-chercheur, un chercheur, un décideur, l'ARB, Agence régionale de la biodiversité, et puis on aura ensuite un temps de débat avec vous, avec la salle. Voilà, sans plus tarder, parce que le programme est chargé, je passe la parole à Valérie. Merci. Alors moi j'ai pour but de présenter Luc Abadi, donc qui est cofondateur du GREC à l'époque et chercheur émérite, professeur émérite d'écologie à Sorbonne Université, où il a enseigné et fait de la recherche, décoré depuis peu chevalier de la Légion d'honneur pour l'ensemble de son engagement, pour porter à la connaissance du plus grand nombre la complexité de la biodiversité et rendre accessible cette science. En 2015, Luc Abadi a participé à la création de l'Institut de l'écologie des sciences et de l'environnement qu'il dirigera jusqu'en
jusqu'en 2020. En 2017, l'Alliance Sorbonne Université lance l'Institut de la transition environnementale, dont il sera également le directeur. Donc Luc Abadie a pour objectif de mettre en avant la vision systémique, voilà, entre la biodiversité et le climat. Donc tu as rédigé un carnet. Donc la biodiversité dynamique et enjeu, et notamment avec des recommandations pour les décideurs. Donc notre question, Luc, je démarre tout de suite par la question. Le grec francilien vient donc de publier le carnet de synthèse sur les dynamiques et les enjeux de la biodiversité. Quels sont les principaux acquis de la recherche scientifique sur les interactions complexes entre biodiversité et changement climatique? L'écologie en tant que science fournit un cadre pertinent pour mener des actions de préservation et restauration des populations et des écosystèmes. Comment peut-elle contribuer à éclairer l'action publique locale et à hiérarchiser parmi les nombreuses actions à mettre en place? Le tout en 15 minutes. Voilà. Et donc, je suis là, oui, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Et donc, si vous voyez que je dérape, vous me faites un petit signal, puisque je suis bavard en général. Bien, donc, bonjour à tout le monde. Effectivement, vous synthétisez en quelques minutes ce qu'on sait des liens entre biodiversité et climat. Donc, ça va être un parfum général. Je ne vais évidemment pas rentrer dans tous les détails. Donc, alors, du coup, ouais, Nathalie, tu m'as coupé l'herbe sous le pied. Je voulais partir évidemment de la notion de système Terre. Alors je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais peut-être quand même rappeler que système, ça veut dire qu'un élément agit sur un autre et qu'un autre agit sur le même, et que donc on est dans un changement permanent. Il n'y a rien de stable dans le système Terre, et c'est une des difficultés d'ailleurs pour arriver à faire des prédictions. Système Terre, c'est évidemment les écosystèmes, le climat, mais aussi tout ce qui est dynamique de développement humain. Et donc, il faut qu'on arrive à raisonner comme ça, à raisonner en termes de système. C'est sans doute le plus difficile. Enfin, je pense que c'est le changement culturel majeur du siècle en cours. Et c'est là-dessus qu'on bute, parce qu'une fois qu'on a dit ça, pour le mettre en œuvre, c'est difficile. Alors, une manière peut-être de mettre en œuvre, c'est de partager un certain nombre de concepts clés qui sont dérivés de la science. Donc là, je vais vous parler uniquement de donner quelques résultats de science, ce que j'appelle stabilisés, c'est-à-dire des trucs qu'on sait qui sont sûrs à 95 ou 99%. Alors, je ne parle pas des dernières interrogations de la recherche, j'y ferai allusion de temps en temps, mais pas plus que ça. Et donc l'idée aussi, c'est qu'à partir de ces connaissances stabilisées, c'est de dériver des principes d'action qui sont valables finalement pour n'importe quel type d'acteur. C'est ce qu'on fait d'ailleurs dans le carnet. On essaie de traduire ce qu'on pourrait appeler des lois sur la biodiversité et la dynamique des écosystèmes en principe d'action. On pourra y revenir. Alors, du coup, quand on parle de système, il y a action A sur B et il y a B sur A, c'est-à-dire rétroaction. Donc du coup, là, je vais adopter une démarche analytique pour le coup, en essayant de regarder comment le vivant répond au changement climatique. Et ensuite, on verra comment le vivant peut impacter le changement climatique. Même, on pourrait presque dire comment le vivant change le changement climatique dans une certaine mesure. Alors ce petit schéma est un bon résumé finalement de la manière d'aborder cette question des impacts. Il nous indique qu'on a un changement climatique, que ça va avoir des impacts sur la physiologie des organismes, en particulier sur la physiologie végétale, que ces changements de physiologie, de comportement, etc., vont modifier la structure des communautés, ce qu'on appelle les assemblages d'organismes, la biodiversité. C'est d'ailleurs peut-être la partie la plus compliquée en termes de prédiction. Et donc, comment ce vivant réagit, en tout cas à l'échelon de l'organisme individuel, si j'ose dire? Eh bien, il va y avoir des réactions qui sont liées à la plasticité. La plasticité, c'est le changement de couleur des yeux, de couleur des cheveux, etc. C'est ça, la plasticité, c'est la diversité de physiologie, de morphologie, etc. Une autre solution, un autre type de réponse, c'est la migration. Et puis, un dernier type de réponse, c'est l'évolution au sens profond du terme, c'est-à-dire l'apparition de nouveaux caractères ou la modification profonde de caractères existants. En gros, là, vous avez
la palette des réponses possibles qui vont permettre ou pas la persistance des espèces. Alors évidemment, au cours du temps, c'est le schéma du bas, il y a des réponses qui sont immédiates, donc tout ce qui concerne la plasticité, la sélection de certaines physiologies ou de certaines morphologies, ça peut aller assez vite et il y a plein d'exemples en cours de changement. Première réponse, premier niveau de réponse, mais ça ne change pas l'espèce, simplement ça privilégie tel ou tel aspect plutôt que tel autre. Ensuite, à plus long terme, il va y avoir les réponses en termes de migration. Et puis, la courbe qui remonte, là, c'est l'idéal, c'est l'évolution, c'est-à-dire l'acquisition, le changement finalement de l'identité des espèces, et je vais y revenir aussi très très vite. Alors, réponse en termes de fonctionnement, de physiologie, par exemple, ou de comportement, la plus exacte, enfin comportement et physiologie. C'est un exemple qui est maintenant bien connu, c'est la date de fleurissement des cerisiers à Kyoto. Et on voit très bien que depuis en gros la moitié du 19e siècle, on a un retard de plus en plus marqué du fleurissement de ces cerisiers. Bon, ça peut avoir beaucoup de conséquences puisque avec le fleurissement, il peut y avoir du phénomène de pollinisation, de consommation, etc. Donc on voit tout de suite que ça peut impacter finalement tout un tas d'acteurs dans l'écosystème. Un autre exemple sur une petite plantouille de Corse qui a été regardée de façon expérimentale. Alors sur ce schéma un peu compliqué, vous avez à gauche la situation de référence et puis à droite la situation de réponse à une exposition à de fortes températures. Alors si on prend la situation de gauche de départ, si je regarde juste le gain en termes de CO2, donc fixation de CO2 avec la photosynthèse, émission de CO2 avec la respiration, bah évidemment, le gain est positif, et donc c'est ce qui permet à la plante de se développer en fait. Dès qu'on passe à une température élevée, on a dans ce cas-là un gain qui devient négatif. C'est-à-dire que la plante perd plus de CO2, enfin plus de carbone en tout cas, qu'elle ne capture de CO2. Donc évidemment, ça intrigue un petit peu, ça veut dire que la plante, en gros, soit ne fonctionne plus, ne pousse plus, soit elle est en souffrance, soit elle change, et c'était ça l'objectif de cet article, de métabolisme. Là, en l'occurrence, une partie du carbone qui n'est pas utilisée par la plante pour assurer sa croissance nourrit une augmentation du flux de composés organiques volatiles, qui peut, comme vous le savez, là aussi avoir beaucoup de conséquences, y compris sur la qualité de l'air. Donc là, on a un exemple où on a un changement fondamental, rapide, de la physiologie de l'espèce. Et ça, on peut en trouver sur tout un tas de voies métaboliques. Il y a beaucoup d'exemples qui montrent évidemment un changement profond, avec parfois chez certaines espèces, une phase d'acclimatation. À un moment donné, ça se stabilise et la plante a l'air d'avoir un petit peu de marge de manœuvre, on va dire. Alors, ces changements de température, ils sont parfois associés aux changements d'humidité. Alors ça, c'est un schéma que je montre tout le temps parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est le mélange entre température et humidité. Au-delà d'une certaine humidité, vous n'arrivez plus à transpirer, donc vous n'arrivez plus à exporter votre chaleur. Vous ne vous refroidissez plus. Eh bien, dans le scénario sur lequel on est actuellement, c'est-à-dire 3 degrés supplémentaires de moyenne mondiale, on considère qu'on a à peu près la moitié de la population mondiale, donc dans la zone intertropicale, qui est soumise à ce mélange haute température-humidité. Et donc là, ça vous met en condition de danger de mort, tout simplement, à très très court terme. Donc on voit bien, alors ça ne concerne pas nos régions ici, mais on voit bien que c'est quand même la moitié de la population mondiale. Donc les conséquences sociales, économiques et autres sont évidemment énormes. Donc ça veut dire pour moi, quand je vois ça, je dis 3 degrés, c'est pas possible. Voilà, il ne faut pas y aller. Deuxième type de réponse, donc la physiologie, on a évoqué, c'est la migration. Alors, ce schéma qui vient de l'avant-dernier rapport du GIEC montre bien le problème. Je parle sous contrôle des climatologues qui sont là. Les modèles nous disent que pour 1 degré de moyenne mondiale supplémentaire, vous avez en gros une migration des zones climatiques de 100 ou 150 km vers les pôles, donc vers le nord chez nous. Chaque espèce est compatible avec une gamme de température et d'humidité et de précipitation, donc il faut qu'elle suive ce déplacement. Si vous faites 3 degrés d'ici 2100, ben vous êtes entre 300 et 450 km de déplacement à faire sur un siècle. C'est énorme. Et donc, quand on prend les données existantes sur les capacités migratoires des espèces,
on s'aperçoit, c'est pas très étonnant, qu'il y a tout un tas d'espèces qui ne sont pas capables de courir assez vite et qui vont perdre la course de vitesse entre les zones climatiques et les aires de distribution des espèces. Les arbres, évidemment, sont très concernés par cette difficulté, d'où les programmes de migration assistée qui commencent à se mettre en place. Puisque les arbres ne vont pas assez vite, on va courir avec eux. Donc migration, c'est quelque chose qui est en cours. Et d'ailleurs, dans le document de l'ARB là, qui vient d'être publié au mois de mars sur la santé et de la biodiversité en Île-de-France, il y a plein d'exemples qui montrent qu'effectivement, on a bien cette migration massive de tout un tas d'espèces en cours. La troisième solution, donc, c'est la modification profonde de caractères existants ou l'apparition de nouveaux caractères. Donc là, on est vraiment sur la dimension génétique des choses. Cette capacité est très liée au temps de génération. Donc des organismes qui se reproduisent toutes les heures, comme les bactéries, aucun problème. Ça donne beaucoup d'occurrences, d'opportunités, de mutation. Sur des organismes qui se reproduisent lentement, comme les vertébrés, ça ne marche pas. Et donc les biologistes nous disent aujourd'hui qu'en gros, ça va 1000 fois, 10 000 fois trop vite en termes de changement climatique pour qu'on puisse espérer des réponses en termes évolutifs purs et durs chez les espèces. Donc il ne faut pas trop compter là-dessus. Seule la migration, au fond, peut permettre de résoudre une partie du problème. Et donc, sans surprise, plus vous augmentez le changement climatique, plus vous augmentez les pertes de biodiversité. Donc ça, c'est une cartographie à l'échelle mondiale. Pour 3 degrés de moyenne mondiale en 2100, en gros, vous voyez, en France, on pourrait avoir une perte de 25% des espèces, voire un peu plus, dans certaines régions. Donc, des espèces nouvelles qui sont venues s'installer, d'autres qui sont allées au nord, mais au total, moins d'espèces. Alors maintenant, quels sont donc voilà, brièvement, les impacts du changement climatique. Donc les rétroactions de la biodiversité sur le climat, évidemment, tout le monde sait ça aujourd'hui, c'est la question de la séquestration du carbone, puisque encore actuellement, sur les continents, vous avez à peu près pas loin de 30%, 28-30% de ce carbone qui est émis, donc ce supplément de carbone émis par l'activité industrielle qui est piégé par la végétation, malgré la déforestation et tout ça. Donc ça reste encore un puits opérationnel, y compris en France. Ça peut nous arranger d'ailleurs pour améliorer notre bilan carbone et respecter nos engagements internationaux. Mais évidemment, cette séquestration, elle est très dépendante, là encore, des événements climatiques. La première alerte qui a été donnée dans les grandes largeurs, si j'ose dire, c'est en 2003 avec la première canicule. Sur les forêts européennes, on a perdu à peu près 30% de la production primaire, alors brute pour les spécialistes, peu importe. Ça veut dire que pour 3 semaines de canicule, avec quand même une année sèche, en plus, vous avez annulé 3 à 4 années de puits de carbone par les forêts françaises. Donc on voit que ce puits de carbone, en fait, il est très sensible, bien entendu, aux modifications physiologiques et notamment à la dégradation des capacités photosynthétiques, qui est très liée à la température notamment. Quand il fait chaud également, la respiration augmente pour refroidir la plante, mais ça mange une énergie folle. Donc ça diminue la croissance de la plante. Et donc ça aussi, c'est pas un scoop. Cette fonction puits, aujourd'hui, elle est en train de s'affaiblir au niveau national et dans beaucoup d'endroits. On a perdu une part importante de ce puits de carbone, donc il est en train de diminuer pour des raisons probablement liées directement aux effets du climat, mais aussi beaucoup aux effets sanitaires. Il y a beaucoup de parasites qui s'attaquent aujourd'hui à la végétation, aux arbres, et ce d'autant plus qu'ils sont éventuellement affaiblis par le changement climatique. Mais on voit bien qu'on tourne en rond, qu'on peut avoir un mécanisme d'emballement assez important. Alors, il y a beaucoup d'autres choses. Là aussi, je parle sous le contrôle de Nathalie, de rétroaction du vivant, de la biodiversité sur le climat. Un truc dont on parle pas trop, j'ai l'impression qu'on n'est pas trop au courant, finalement, c'est pas popularisé, c'est qu'une bonne partie de nos pluies, c'est de l'eau qui est recyclée par l'évaporation des surfaces et par la transpiration active des végétaux, qui cherchent donc comme ça à refroidir leur température. Et quand on regarde donc sur les 4 trimestres de l'année, cette carte est assez intéressante, elle nous montre qu'en moyenne, sur les continents, plus de la moitié, en gros, à cette échelle-là, des précipitations viennent du recyclage de l'eau. C'est-à-dire que l'eau arrive en gros de l'océan, tombe, se réévapore, va retomber 300, 400 km plus loin, parfois 1000 km,
Donc on a une véritable fonction de recyclage qui est très liée, pour le coup, à la capacité transpiratoire de la végétation. Donc si on regarde différents groupes, différents types de plantes, c'est pas évidemment la même contribution, il y a tout un tas de variations. Mais clairement, une bonne partie de l'eau qui pleut, en fait, provient de l'activité végétale. Donc ça, alors ça joue à petite échelle, je parle encore sous contrôle, si on prend une échelle plus proche de l'échelle régionale, 25 km, quelque chose comme ça, en moyenne, le taux d'eau recyclée, c'est 1,4%. Hein, donc c'est pas grand-chose. Donc c'est une question d'échelle, évidemment, d'approche pour avoir cet effet. Mais ça peut poser des problèmes géopolitiques. Hein. J'entendais souvent les gens du Burkina Faso qui disaient aux gens de Côte d'Ivoire « Ouais, chez moi, la sécheresse augmente, c'est de votre faute parce que vous avez détruit la forêt de Côte d'Ivoire. » C'est en partie vrai. Donc vous voyez ce que ça peut donner à une échelle continentale. Donc finalement, les rétroactions de la végétation, notamment sur le climat, c'est 3 choses. C'est le CO2, c'est la transpiration, l'évaporation, l'évapotranspiration, ce dont on vient de parler. Et puis c'est un dernier point, c'est l'albédo, donc la capacité à réfléchir la lumière et donc à contribuer à une limitation du réchauffement. Alors il faut savoir qu'à cause du réchauffement, par exemple dans les hautes latitudes, la taïga avance sur la toundra. La taïga, ça pousse doucement quand même, mais surtout ça a un feuillage qui est sombre, c'est des conifères très souvent, par rapport à la taïga, à la toundra qui est claire. Moralité aujourd'hui, la réponse naturelle de l'écosystème au réchauffement, c'est une perte d'albédo, donc une éventuelle contribution en tout cas au réchauffement local. Donc on voit bien qu'il y a une interaction là encore, on tourne en rond si vous voulez, les événements s'enchaînent. Alors pour que ces effets de la végétation, par exemple sur le stockage du carbone, puissent fonctionner, là on retombe sur les sciences de la biodiversité pure et dure, il y a quelques règles à respecter. Par exemple, on sait aujourd'hui sur des prairies, c'est la même chose sur les forêts, si on prend la courbe de gauche, que plus les arbres sont mélangés, diversifiés, plus ça produit de bois, plus ça pousse. Donc en fait, plus ça piège le CO2. On sait également, c'est la courbe de droite, que dans la plupart des cas, il y a des exceptions, le mélange d'espèces confère une certaine résistance à la sécheresse. On tient mieux le coup, les plantes se relaient les unes les autres, en quelque sorte se remplacent et donc permettent finalement d'assurer la continuité de la production. Donc si on veut lutter efficacement contre le changement climatique, maximiser les réponses qui nous intéressent de la végétation, il faut essayer de diversifier à fond au niveau espèce et évidemment au niveau génétique. Donc ça, c'est des trucs qui sont valables pour un agriculteur, pour un urbaniste, pour un jardinier, pour un forestier, évidemment. L'autre aspect, c'est qu'il y a le changement climatique, il y a donc le terrain qui est créé, qui est favorable aux parasites, je l'ai évoqué tout à l'heure. Eh bien, on sait aussi, ça vient des États-Unis, que plus vous avez d'arbres mélangés, jusqu'à 70 espèces ici, plus, à partir d'un certain niveau d'espèces, plus vous diminuez la diversité des pathogènes. Vous freinez la dispersion des pathogènes. En mélangeant les espèces d'arbres, il y a les mêmes résultats sur le mélange de variétés dans les céréales, par exemple. Donc là aussi, il y a un principe un peu général qui dit, si vous maximisez la biodiversité, que ce soit en espèces, en groupes fonctionnels, en génétique, etc., vous avez 9 chances sur 10, en gros, d'améliorer la résilience de votre système. Donc ça, c'est vraiment des trucs à faire passer, notamment le génétique, qui est un petit peu oublié. Voilà, j'ai été très vite, mais je crois que c'est bon, 15 minutes. Parfait. Parfait. Merci de votre attention. Merci Luc. Alors j'imagine que vous avez beaucoup de questions, donc vous les gardez et dans un coin de votre tête et vous aurez l'occasion de les poser tout à l'heure. Voilà. Le choix, c'est d'enchaîner les interventions pour avoir un temps de débat avec l'ensemble des matériaux sur la table. Alors, quand on a conçu ce petit-déj, on s'est dit, bon, Luc, voilà, présentation du cadre, du diagnostic et des orientations à une échelle
plutôt macro. Et l'ARB, Agence régionale de la biodiversité, va intervenir plutôt sur une échelle plus micro. Alors quand je dis ARB, c'est Grégoire Loïs, qui est à côté de moi, qui est ornithologue, qui est naturaliste au Muséum d'histoire naturelle, directeur adjoint du programme de sciences participatives Viginature, et qui travaille à temps partiel à l'ARB en charge de la coordination entre les activités de l'ARB, Agence régionale biodive, et celle de Viginature au sein du muséum. Et puis, à côté, Gabriel Huard, qui est écologue à l'ARB, chargé de mission solutions fondées sur la nature et adaptation, voilà, à l'ARB, qui est le département biodiversité de l'Institut. Alors, tout simplement, la question, c'est... qu'est-ce qui se passe en Île-de-France quand on arrive à l'échelle francilienne? Vous avez donc publié ou allez publier 2 ouvrages importants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se joue? Merci. Alors effectivement, il y a un effet d'échelle et on était presque étonné de trouver autant de résultats et de trouver autant de signaux. On ne s'attendait pas à ce qu'avec des données qui sont réduites en quantité, parce qu'elles sont collectées sur une surface assez réduite, et d'autant plus collectées la plupart du temps par des naturalistes amateurs, c'est-à-dire sans objectif, à ce qu'on trouve autant de résultats. Ces résultats sont publiés, sont disponibles dans ce rapport qui est disponible. Vous pouvez le récupérer. Il est sur la table et qui s'intitule « État de santé de la biodiversité en Île-de-France ». Alors ça, c'est une thématique. C'est-à-dire c'est une série de rapports qu'on produit et à chaque fois, il y a un axe. Et là, l'axe, c'est l'influence du changement climatique. Alors, il faut juste un tout petit mot pour souligner quand même un truc. Donc là, la météo, elle est vraiment idéale, parce qu'effectivement, quand on fait quelque chose sur le réchauffement climatique et qu'il fait froid, il y a souvent des espèces de réactions un peu schizophrènes. Là, il n'y a pas de problème. Néanmoins, on s'est quand même aperçu que même parmi les naturalistes, il y a des climato-sceptiques, il en reste. Et donc, c'est pas complètement gagné, malgré ces résultats qui sont robustes à 95 ou 99%, comme le disait Lucas Badi. Un petit point donc sur l'Île-de-France. L'Île-de-France, on est au cœur du bassin parisien. On a 3 gros massifs forestiers qui sont des privilèges royaux, qui nous ont subsisté pour cette raison. Et puis, on a au milieu d'une petite région, somme toute, 2% du territoire national, 20% de la population nationale dans un espèce de noyau minéralisé avec une résilience ou une inertie thermique absolument considérable. Et donc c'est dans ce contexte qu'on a essayé de comprendre comment la biodiversité francilienne réagissait. Alors évidemment on fait de la biblio, on s'appuie beaucoup sur de la biblio, mais souvent, comme on a pu le voir, les résultats qui sont présentés concernent des échelles beaucoup plus grandes que celles simplement de l'Île-de-France. À propos, par exemple, des migrations et de la capacité de dispersion des espèces, on a eu déjà des résultats à l'échelle du continent européen pour montrer que même des groupes taxonomiques qui sont a priori capables de se déplacer très rapidement, comme les oiseaux ou les papillons, sont en retard par rapport à ce que le climat aurait dû les faire bouger, quoi. Alors ce retard, il n'est pas directement pour chaque espèce comme ça, d'une espèce de translation vers le nord. En fait, c'est un réarrangement. On mesure ça en regardant le réarrangement des communautés et en calculant pour une communauté une espèce de température moyenne des espèces. C'est-à-dire qu'à chaque espèce, on attribue la température moyenne sur son aire de répartition. Et donc on a comme ça des espèces froides et des espèces chaudes. Et puis on se dit que normalement les espèces chaudes devraient bénéficier, étant de leur aire de distribution, et les espèces froides se retrouver contraintes. On a regardé ça à l'échelle de l'Île-de-France avec nos petits moyens. Alors c'était pas très facile. On n'a pas comme je vous le disais, de mesures standardisées, protocolées. On s'attendait pas à trouver des résultats aussi forts. En fait, ce qu'on a vu, c'est que ce soit sur les libellules, les oiseaux ou les plantes, 3 groupes taxonomiques sur lesquels on avait le plus de données, c'est qu'effectivement la recombinaison des communautés est à l'œuvre. C'est-à-dire qu'on a une réponse de la biodiversité au changement climatique.
on n'est pas encore en mesure de montrer, comme ça avait été fait au niveau européen, que cette réponse, elle est certainement pas suffisante, mais c'est très très vraisemblable, parce qu'il semble qu'il y ait, en tout cas on l'a vu pour les oiseaux, beaucoup plus de perdants que de gagnants. Donc ça paraît, et effectivement quand on voyait les 3 courbes là, finalement, il y avait une seule courbe, qui était celle effectivement de la réponse évolutive, qui semblait remonter à un niveau qui était supérieur à l'état initial, mais les 2 autres courbes, c'était une perte sèche, quoi. Concernant l'impact sur la région Île-de-France et la politique de biodiversité de la région Île-de-France. La politique de la biodiversité, à l'échelle globale, elle se fait avec comme unité de transaction l'espèce. C'est le meilleur moyen de trouver une unité de transaction qui permet un dialogue entre des décideurs, des écologues, des acteurs du territoire, etc. Tout le monde pense comprendre à peu près ce que c'est qu'une espèce, donc c'est vraiment l'unité de transaction. Ça pose un problème, parce qu'effectivement, pour déterminer quels étaient les territoires à protéger en priorité, on s'est basé sur des espèces qui nous semblaient rares localement. Les espèces qui semblent rares localement, c'est très très fréquemment des espèces qui sont en limite d'aire de répartition. Et donc on voit bien que là, on va avoir un problème dans un contexte de perturbation majeure, où une des réponses, c'est le déplacement. Et donc effectivement, c'est exactement ce qui se passe. On se retrouve avec des espèces protégées qui sont avec des indices thermiques très élevés, donc plutôt méridionales, avec des répartitions circumméditerranéennes, même au Maghreb, etc., qui sont protégées en Île-de-France et qui se portent de mieux en mieux. Et puis par contre, des espèces qui étaient des espèces relictuelles de la dernière glaciation et qui étaient présentes encore au cœur des massifs forestiers, par exemple, il reste des tourbières qui sont des écosystèmes relictuels en Île-de-France, des tourbières actives. Et ben ces espèces-là sont même plus revues. Donc là, on voit qu'on a un problème, ne serait-ce que pour continuer de mettre en œuvre correctement les outils d'aide à la décision concernant la biodiversité qui sont inscrits dans la loi et qui reposent sur des espèces. Vraiment, c'est la manière de concevoir la chose, c'est des espèces qu'on a protégées en considérant que ces espèces, c'était les marqueurs. Et ce qu'on voit très bien là-dedans et qu'on a montré, c'est qu'il y a effectivement la plupart de ces espèces, puisque c'était des espèces qui avaient été sélectionnées comme rares, et souvent en limite d'aire de répartition, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas intrinsèquement rares, elles étaient rares parce qu'elles étaient en limite d'aire, et ben là on a un gros problème. À propos des résultats concernant les plantes, où on a vu tout à l'heure que les plantes étaient un petit peu un cas à part, effectivement les plantes c'est aussi le socle du vivant, on le voit très très bien en milieu tempéré, on a une explosion de vie qui suit le printemps. Le printemps, c'est le démarrage d'une photosynthèse à outrance et d'une production végétale à outrance, et tout le reste suit. Et là, on peut déjà voir des effets avec effectivement, par exemple, les plantes qui dépendent des pollinisateurs, qui se portent moins bien que les plantes qui sont pollinisées par le vent. Et donc ça, c'est aussi un des effets prévus, c'est l'asynchronie entre les divers cortèges qui sont en interaction de dépendance, et qui provoque effectivement les cercles dont a parlé Luc Abadi, qui sont des cercles plutôt vicieux que vertueux, avec des effets en cascade comme ça qui risquent de s'entraîner et d'entraîner du déclin. J'ai laissé 2 minutes comme convenu à Gabriel. Merci beaucoup Grégoire. Effectivement, je vais vous faire un petit teasing de notre prochaine publication, donc sur les solutions fondées sur la nature. Donc on a conçu effectivement ces 2 publications en réponse, où dans la première on fait vraiment le constat de l'état de la biodiversité en Île-de-France, où on aborde du coup cette importance de restaurer, de protéger notre biodiversité qui est fragilisée du coup par les activités humaines et le changement climatique, et avec un enjeu de rétablir bien sûr des continuités écologiques pour permettre à cette biodiversité également de se déplacer. Et on va aborder du coup dans un second guide donc les solutions fondées sur la nature, donc qui sont définies par l'UICN officiellement donc en 2020 comme étant les actions visant à protéger, gérer de manière durable et restaurer des écosystèmes naturels ou modifiés pour relever directement les défis de société. Donc de manière efficace et adaptative, tout en assurant à la fois le bien-être humain et en produisant des bénéfices pour la biodiversité.
Donc ces solutions fondées sur la nature, aujourd'hui on a des preuves, on a des études, ça y est, elles sont vraiment suffisamment bien étudiées pour qu'on puisse dire que ces solutions-là sont efficaces pour faire face au changement climatique, donc à la fois pour nous adapter au changement climatique, mais aussi pour l'atténuer, puisqu'on a abordé donc au début l'enjeu de la séquestration du carbone et du phénomène d'évapotranspiration que nous apporte la végétation. Et donc c'est un moyen, ces écosystèmes aussi, donc d'être résilients au changement climatique. Donc on abordera dans ce guide un peu le panel de solutions qu'on peut donc mettre en œuvre à travers différents milieux, donc le milieu urbain, aquatique et humide, forestier et agricole. Donc ça va de la plantation des haies à la restauration de zones humides, à la création de zones d'expansion de crues, renaturation de cours d'eau, désimperméabilisation, renaturation des sols. Tout ça donc vient aborder cette restauration d'écosystèmes fonctionnels qui va nous permettre de nous rendre des services écosystémiques avec de nombreux co-bénéfices. Et on a notamment une étude comparative qui a été publiée en 2024 qui montre que 64% des études comparatives des solutions fondées sur la nature par rapport aux solutions dites grises, donc d'ingénierie traditionnelle, par exemple des cuves de récupération d'eau de pluie ou des digues par exemple. Donc ça montre que dans 64% des cas, les solutions fondées sur la nature sont plus efficaces que ces autres types de solutions. Et aussi, de nombreuses études montrent qu'elles apportent aussi de nombreux co-bénéfices, notamment économiques, notamment sur la gestion des risques, donc elles évitent un certain nombre de coûts liés aux dégradations, notamment d'infrastructures humaines. Voilà, donc vous retrouverez tous ces éléments-là donc dans notre futur guide. Donc on abordera plein de sujets et je vous encourage donc à le découvrir dans quelques semaines. Et je passe la parole à Brigitte. Vous installez là-bas, peut-être. Oui. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, la question de l'eau, elle est évidemment absolument centrale, à la fois dans les solutions fondées sur la nature et aussi en termes de diagnostic. Et donc, du côté du décideur, on a fait appel à un voisin, pourrait-on dire, à Ronan Quilien, qui est ingénieur ville de Paris, chef du bureau de l'eau dans la ville, au conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Alors, ça nous a semblé tout à fait intéressant parce que le conseil départemental de Seine-Saint-Denis, outre la spécificité territoriale, il a publié un manifeste en 2024 qui s'appelle « La Seine-Saint-Denis, territoire d'eau » pour repenser son rapport à l'eau. Et donc, c'est un manifeste qui pose un certain nombre de constats et qui propose des solutions concrètes, des orientations, des solutions qui sont mises en œuvre à l'intérieur, par le conseil départemental en lien avec ses partenaires. Et donc la question c'est quelles sont au regard des interactions biodives et changements climatiques les principales orientations et outils de la politique de l'eau en Seine-Saint-Denis et peut-être revenir sur une ou deux actions emblématiques. Alors il semble qu'il y a un petit souci. Excusez-nous. Voilà. C'est bon. Non, on y est? Pas tout à fait. Ah mais c'est parce que c'est un PDF. Ouais, mais même. Ah bon? Contrôle L, bien sûr. Ah voilà, merci. Donc, Ronan, vous avez le micro là. Ok, super. Super. Merci pour l'aide, pour l'assistance. Alors, je vais aussi moi aussi d'être pas trop bavard. Le pas de côté, effectivement, je vais pas avoir une entrée qui est ni la biodiversité ni le changement climatique, mais on m'a demandé d'intervenir plutôt sur la question de l'eau. Du coup, pour présenter rapidement en fait sur quoi se fondent un petit peu nos actions. Donc la Seine-Saint-Denis, c'est comme beaucoup de territoires urbanisés, un territoire qui s'est aménagé et urbanisé, construit en tournant le dos un petit peu à l'eau et à sa présence. Donc on peut retrouver à peu près un siècle d'intervalle entre la carte en haut à gauche et la carte en bas à droite. Ce qui est en orange, c'est ce qui est urbanisé, en bleu la présence de l'eau, et on voit bien comment à un moment
l'une a pris la place de l'autre. Et voilà, et forcément les conséquences de ça, c'est qu'on a continué de constater des inondations régulières sur le territoire. On n'est pas forcément sur un territoire connu pour ces inondations, mais c'est pourtant le cas. Donc en fait, il y a eu des premières réponses qui ont été apportées dès la création du département dans les années 70. Alors des réponses justement qui sont dans le champ de l'ingénierie hydraulique essentiellement. Donc on a construit des gros bassins d'orage. En gros, on savait pas trop quoi faire de l'eau. Donc on l'a confiné dans des espaces. Et puis avec le développement de l'informatique dès les années 70-80, le département a été précurseur de la gestion automatisée. Donc là, on utilise des ordinateurs pour amener l'eau là où ça nous arrange, quoi. Voilà, donc je suis un ingénieur qui se défend quand même, hein, malgré tout. Vous le sentez. Voilà. Et puis, alors j'ai utilisé le terme un peu ancien, des techniques alternatives. On dirait plus comme ça maintenant, mais les techniques alternatives, c'était encore une réponse technique, mais de dire on peut peut-être essayer quand même de gérer l'eau dans l'aménagement. Et donc, on a régulé en fait cette question de l'eau dans l'aménagement. Donc, on a fixé des règles dans un zonage pluvial dès les années fin des années 2000-2010. Donc, c'était ce type de carte. Et puis, il fallait réguler des débits, stocker des volumes. Donc, voilà encore une réponse d'ingénierie. Et mon équipe, donc le bureau de l'eau dans la ville, s'appelait avant le bureau de liaison avec l'aménagement et l'urbanisme. Et on essayait d'accompagner les porteurs de projets pour essayer d'avoir des aménagements qui ressemblent un petit peu plus à ce qu'il y a en haut. Donc, d'avoir des volumes bien intégrés avec comme support la végétation, comme support de végétation par exemple, plutôt que d'avoir des volumes qui ressemblent un peu plus à ce qu'on retrouve en bas. Et donc forcément, quand on a cette eau bien intégrée dans l'aménagement, eh ben ça peut constituer en tout cas une opportunité pour répondre à d'autres enjeux du territoire, donc notamment sur la question de la biodiversité. Donc forcément, si on se réconcilie un peu avec cette eau et on la retrouve, eh ben cette eau, ça peut être une ressource pour la végétalisation. Et puis, c'est aussi l'eau en tant que telle, un milieu aquatique, et pas juste un volume ou un débit à gérer. Et donc, un milieu spécifique, qui est support d'une biodiversité spécifique. Et donc, vraiment, de retrouver, en tout cas, une biodiversité affiliée à ce type de milieu. Et puis, pour le changement climatique, essentiellement, l'eau comme une ressource pour rafraîchir, pour justement alimenter des espaces qui vont évapotranspirer, etc. Et puis, de créer des espaces plus ouverts aussi. En général, qu'on aménage avec l'eau, eh ben, on a des cours d'eau, des plans d'eau, et donc c'est des espaces qui sont un petit peu moins, qui vont un peu moins chauffer en période de chaleur, pardon. Alors là, je me suis juste amusé à faire un copier-coller d'une ancienne slide où déjà on évoquait il y a un certain temps la question de la trame verte et bleue. Donc vraiment, on avait cette approche très technique de l'eau et on se dit, en fait, comment on peut essayer de travailler sur d'autres types de politiques publiques. Alors ça nous rajeunit pas parce que c'était il y a plus de 10 ans. Mais malgré tout, en fait, nous, on a remarqué qu'il y avait des vraies limites à cette action départementale. Puisqu'en fait, comme je vous l'ai dit, toute cette politique, en fait, elle était adossée à un seul document qui était un règlement départemental d'assainissement. Donc en fait, ça fait pas très envie. Et donc pour les aménageurs, en fait, l'eau, c'est une contrainte. En gros, réguler un débit, stocker des volumes, et c'est pas du tout quelque chose dont on a envie de se préoccuper dans un projet d'aménagement. Et donc nous, on a fait tout un travail avec les outils des sciences politiques et des sciences de l'organisation pour vraiment analyser complètement comment on travaillait, parce qu'on se rendait compte qu'on avait du mal à être audible pour essayer de vraiment mieux intégrer la question de l'eau. Et puis surtout, en fait, ce qu'on constatait, c'est que les différentes politiques publiques qui saisissent de ces questions-là sont extrêmement en silo, extrêmement isolées. Et en fait, le discours qu'on tient, en fait, était aux mains des services techniques d'assainissement et n'était pas pris en charge ou peu pris en charge par d'autres types de politiques publiques. Et pour autant, il y a de nombreux enjeux, je ne vais pas m'attarder parce que je vais être trop long sinon, mais en fait, qu'on a déjà évoqué, mais la question de l'eau, en fait, elle peut porter, en tout cas, des transitions extrêmement pertinentes pour nos territoires. Donc du coup, fort de ces questions-là, après cette analyse de notre politique publique, on a décidé d'avoir une nouvelle approche sur la question de l'eau sur le territoire et de considérer l'eau dans toutes ses dimensions et de s'intéresser à l'eau sur un territoire, donc un territoire habité, un territoire avec sa topographie, habité par des humains et des non-humains, et d'essayer de voir comment en fait cette politique, elle peut vraiment essayer d'intégrer avec comme point de départ l'eau, hein, c'est quand même notre mandat au départ, mais essayer vraiment de tisser un peu la toile de l'eau sur le territoire. Donc du coup, on a vraiment essayé d'investir l'eau sur toutes ces dimensions et surtout de remettre l'usager, l'habitant au centre aussi de cette politique-là.
Et donc on a développé une nouvelle stratégie, donc Seine-Saint-Denis territoire d'eau, donc avec une véritable approche territoriale et non pas une approche par des règles d'assainissement, avec 2 documents directeurs. Donc voilà, on avait un règlement d'assainissement, et ben maintenant on a un manifeste et puis un plan d'action, donc qui est plutôt un document interne mais qui est public. Hein. Mais ce manifeste en fait, il vient fixer des grandes ambitions pour le territoire. Et donc ça change déjà un petit peu même visuellement hein, aussi des documents qu'on pouvait avoir jusque-là. Donc cette carte colorée devient cette illustration un petit peu plus intéressante quand même, il me semble, comme imaginaire. Et en fait, ce qu'on vient proposer, c'est 4 ambitions pour le territoire et où là, la notion de débit, de volume est complètement gommée, n'existe plus, même si derrière, il y a un travail et il y a de l'ingénierie. Mais en fait, on propose dans cette stratégie aux habitants une ville singulière, de changer notre regard sur l'eau, de soutenir les transitions du territoire et de inspirer avec l'eau de nouvelles propositions culturelles, artistiques et entrepreneuriales. Donc il y a un vrai pas de côté complet, voire même un virage à 180 degrés de la manière dont on veut parler de l'eau sur notre territoire. Donc pour ce faire, on a développé un plan d'action. Donc le plan d'action, c'est un peu notre feuille de route. Elle est mise en œuvre par mon équipe qui a été complètement renouvelée. Avant, on n'était que des ingénieurs. Maintenant, je suis le dernier. Et puis, donc, je suis entouré de géographes, d'urbanistes, d'architectes, d'une personne qui s'est formée à l'éducation populaire il y a quelques années. Et donc, on essaye vraiment d'avoir la même politique, mais avec un discours, un vocabulaire complètement renouvelé. Et donc, dans ce plan d'action, on a développé notamment une doctrine technique, puisque les grands discours, c'est bien, mais derrière, il faut continuer à accompagner, et c'est notre rôle en tant que collectivité. Et donc, on a formulé une doctrine technique qui, pareil, là aussi, est illustrée autrement, avec cet enfant qui éclabousse la ville de l'eau. Donc, c'est une doctrine technique qui vient dire comment, en fait, on veut considérer l'eau sur le territoire. Et en fait, la nouveauté, c'est qu'avant, on parlait du cycle de l'eau, et maintenant, en fait, on parle de 4 thèmes, l'eau, la biodiversité, le changement climatique et les pratiques. Et en fait, ces quatre notions sont d'importance égale et viennent vraiment guider l'aménagement dans toutes les composantes. Et on vient du coup guider les aménageurs, les bureaux d'études, à différentes étapes de projet pour prendre en compte l'eau sur toutes ses dimensions, donc le cycle de l'eau, la biodiversité, le changement climatique et les pratiques du lieu. Voilà. Et donc, bon, je vais essayer d'aller assez vite parce que ce document, on pourra le mettre à disposition. Mais notamment, en fait, dès le diagnostic, on pousse les porteurs de projets à se poser la question de l'eau sous l'angle de la biodiversité ou de l'eau sous l'angle de l'évolution climatique. Et donc là, j'ai mis quelques extraits. Le bureau d'études doit se poser la question quel type de végétation est présente sur ma parcelle? Est-ce que j'ai des milieux secs, des milieux humides? Quelles sont les strates? Est-ce qu'en gros, ça va pouvoir créer aussi de l'ombre si on s'intéresse plutôt à la question du rafraîchissement? Donc voilà. Donc en tout cas, tout un tas de questions qui changent juste de est-ce que c'est imperméabilisé ou non, quoi. Voilà. Et puis dans cette doctrine, on propose des principes d'aménagement. Donc c'est un peu la résolution du guide. C'est comment à un moment on peut aller jusqu'à créer vraiment des aménagements qui sont favorables à ce qu'on prône, en tout cas comme approche. Et donc là, on peut voir par exemple que aussi bien sous l'angle de la biodiversité ou du changement climatique, on va proposer des principes qui sont complètement compatibles. Donc notamment valoriser ou créer des milieux humides et créer des espaces de fraîcheur. Donc on voit bien comment c'est le même type d'aménagement, même si les portes d'entrée sont différentes. De la même manière, pour une bonne prise en compte des cours d'eau, donc sous l'angle de la biodiversité, mais ces cours d'eau, s'ils ont un petit peu plus de place, permettent aussi d'anticiper le passage des pluies extrêmes de l'amont vers l'aval. Donc je vais essayer de donner un exemple. Alors je vais pas m'attarder sur toutes les grandes notions, pareil pour pas être trop long. Ça c'est l'exemple d'un projet qu'on conduit actuellement donc en interne avec mon équipe. Là pour le coup on est maître d'ouvrage nous-mêmes et on a cherché un peu à expérimenter comment cette nouvelle approche pouvait se décliner. Donc là on s'intéresse à un de nos fleurons de l'ingénierie de la Seine-Saint-Denis, à un bassin donc de gestion des orages. Donc un bassin construit dans les années 80, en 1984. 6 hectares au total, on stocke 50 000 mètres cubes. Donc voilà, on gère les inondations dans ce site. C'est un site qui a certains atouts paysagers, mais qui était surtout géré comme un site industriel, donc complètement fermé au public. Et on a décidé d'en avoir une approche beaucoup plus territoriale pour essayer de l'ouvrir et donc d'en faire devenir un parc. Donc on est venu analyser, donc je vais vraiment pas m'attarder, mais on est venu analyser ce bassin, donc vous pouvez voir sur l'illustration légèrement en haut à gauche, on a regardé ce bassin dans son contexte, donc son contexte urbain. On a justement utilisé un des outils là, développé par l'Institut Paris Région, donc qui a permis de démontrer que c'était un lieu qui était extrêmement carencé en espace vert dans le secteur. Donc on a regardé des données plutôt urbaines, des données sociales aussi. Donc là c'est le travail d'un stagiaire en géomatique qui a regardé un petit peu en fait dans un rayon accessible aux piétons
de quelques centaines de mètres, on a regardé quelle était la population qui pouvait être impactée par l'ouverture en fait de ce public et en fait, l'ouverture de ce bassin au public, pardon. Et en fait, voilà, le constat était sans appel sur le fait qu'on était sur une zone qui était clairement moins favorisée sur le plan socio-économique que la moyenne de la commune, qui est déjà assez faible par la moyenne du territoire. Donc voilà, on est quand même dans des populations qui sont particulièrement précaires. Et puis, on était aussi dans un lieu, quand on parlait des pratiques du lieu, donc qui va vraiment être un point d'attention pour nous. On avait constaté que des usages étaient là, site fermé, mais en fait ouvert, et sur lesquels ces usages étaient installés, mais en fait actuellement interdits. Donc notre positionnement, ça a été de maintenir la fonction hydraulique, cycle de l'eau, de créer un nouvel espace public, pratique du lieu, tout en regardant la question de la biodiversité, puisque c'était un espace sur lequel il y avait quand même un certain nombre d'éléments établis. Et cette photo, elle a été prise avant notre intervention, donc ça montre quand même un petit peu le potentiel. Voilà, donc on a fait un ensemble d'études, donc bien plus complètes que ce qu'on aurait pu faire à une époque. Au tout début, quand on s'était intéressé sur ce bassin, on nous avait dit « Non, mais s'il faut faire juste des cheminements et mettre une clôture, c'est bon ». Bon, nous, on a passé un petit peu plus de temps. Et du coup, on a fait un ensemble d'études qui sont aussi bien des études techniques, on n'a pas le choix, mais aussi des études qui sont allées voir aussi les usages. On a fait de la concertation, etc., pour essayer de voir un petit peu ce qu'on pouvait proposer. Et on a fait un ensemble de propositions d'aménagement, donc permettant de renforcer la biodiversité d'un côté. Voilà, je vais pas les égrener. Et puis, favoriser aussi les usages, les encadrer. Pour permettre en fait l'accès à ce lieu de ressourcement. Donc voici le futur site. Alors voilà comment tout ça va se décliner. Donc là c'est l'illustration qu'il y aura sur le panneau d'accueil d'ici 1 mois et demi lors de l'inauguration. Voilà, mais donc vraiment on a proposé un véritable parc urbain autour de ces plans d'eau. Et j'attire juste votre attention sur notamment ce travail qui a été fait donc grâce au diagnostic sur la question de la biodiversité. Donc on avait fait le choix en fait de créer des zones de quiétude, donc des zones vraiment où en fait les usagers seront informés en fait du fait qu'à cet endroit-là, il faut éventuellement éviter ce lieu ou alors tenir les chiens en laisse, ne pas faire de bruit, etc. Donc voilà, donc on a essayé de rendre compatible préservation de la biodiversité et usage. En termes de financement, on est à peu près sur 1 million d'euros. Il y a quand même 300 000 euros qui ont été des subventions qui ont été apportées grâce au plan vert. Alors avec un des critères, c'est important parce que je vais y revenir dans ma conclusion. En fait, on est aidé non pas parce qu'on a créé un espace, mais parce qu'on a rendu un espace existant. Et ça, c'est assez important. J'y reviendrai. Dernier point avant de conclure, évaluer a posteriori, donc ça c'était hyper important pour nous. Souvent on se dit oui bon on fait ça donc on va développer tel usage ou on a créé une zone de quiétude donc c'est bon les oiseaux vont se développer ou vont pouvoir nicher. Donc nous ce qui était hyper important pour nous c'était d'évaluer a posteriori, ne pas se dire il y a de bonnes recettes, c'est pas parce qu'on a décidé que ça allait se passer comme ça que ça allait réellement se passer comme ça. Du coup, on va faire un suivi écologique au moins sur plusieurs années en attendant de voir un petit peu si on peut, de voir comment on se positionnera par rapport à ça, mais sur déjà les suivis écologiques des milieux qui étaient déjà existants qu'on est venu soutenir, et puis sur le suivi de la qualité des bassins en tant que tel aussi, puisqu'en fait on a fait un certain nombre d'aménagements de berges qui sont normalement favorables à l'amélioration de la qualité de l'eau à proprement parler et des espaces reliés. Et puis sur les usages, donc il va y avoir un vrai travail qu'on fait pas forcément sur tous nos sites qu'on exploite, de suivi et d'analyse des remontées des usagers. Donc voilà ce qu'on constate sur les usages, donc de manière assez pragmatique. C'est un peu le bureau des plaintes, mais en fait, qu'est-ce qui ressort aussi en termes d'usage. Et puis là, on a actuellement un stage donc d'une étudiante en Master 1 en anthropologie, donc Axel Renaud, qui travaille sur justement la caractérisation des usages et l'analyse critique vis-à-vis des objectifs du projet. Donc vraiment d'essayer de comparer ce qu'on a voulu faire et ce qu'on va réellement constater. Et notamment, on va vraiment prendre case par case un peu tous les objectifs qu'on avait, donc espace de ressourcement pour se rafraîchir, espace pour l'activité sportive, espace pour les jeunes enfants, espace pour les personnes à mobilité réduite. Est-ce que tout ça fonctionne ou pas? Et puis, on va renouveler des actions avec les collèges du coin. Voilà. Et donc ma conclusion, je vais être plus long que 15 minutes, c'est sûr, mais c'est inévitable ça. Sur ces questions-là, nous en fait l'intime conviction qu'on a, c'est que il faut s'appuyer sur un territoire, donc un territoire avec ses spécificités.
développer des îlots de fraîcheur, des supports de biodiversité, en fait, c'est peut-être simplement rendre accessible ce qui existe déjà. Alors, c'est pas accessible forcément pour les piétons, c'est aussi accessible dans notre imaginaire, c'est de se dire, en fait, c'est peut-être possible de s'appuyer sur des espaces qui sont des espaces urbains, qui sont peut-être parfois un peu relégués, parfois assez communs. Et donc il y a énormément d'espaces qui sont préexistants qui peuvent être intéressants. Nous on travaille par exemple sur des cartes du patrimoine lié à l'eau. Alors patrimoine, c'est le patrimoine industriel, ça peut être le patrimoine naturel, ça peut être le patrimoine oublié qui permet de retrouver des usages, les sources, les fontaines, ça laisse aussi des traces à un moment d'une ressource présente. Et puis j'aime vraiment beaucoup en fait cette illustration donc, qui a été réalisé par l'atelier parisien d'urbanisme, donc la Pure, qui dans sa notice là sur les rivières urbaines a produit cette carte. En fait, cette carte, c'est uniquement la topographie. Donc on retrouve la Seine-Saint-Denis sur la droite. C'est uniquement en fait les zones de concentration de l'eau lorsqu'il pleut. Donc en fait, on retrouve juste les petites vallées, les talwegs, donc existants, et toutes les petites taches un petit peu plus concentrées, c'est les points bas. Et en fait, quand on regarde une carte comme ça, on se dit quand même que le potentiel de milieu humide, le potentiel d'endroits où il peut y avoir de la fraîcheur, en fait, est innombrable, en fait, au sens littéral du terme, et que vraiment, voilà, il y a des ressources cachées sur un territoire comme le nôtre, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Ronan. Je pense qu'on a une belle illustration de l'intérêt du chaînage entre production de connaissances scientifiques et mise en œuvre pratique au travers du cas du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Puis ça nous met un peu de baume au cœur de voir que les choses bougent. Voilà, donc merci à tous. Alors on va passer au débat. Peut-être Luc, si vous voulez revenir avec nous. Et juste pour dire que dans la salle, il y a plusieurs types d'organismes, des collectivités locales, bien sûr, des bureaux d'études, des opérateurs, des chercheurs, enfin, en tout cas, parmi ceux qui s'étaient inscrits, journalistes, enfin, voilà, une grande diversité de positionnements. Donc, la règle, elle est très simple, c'est vous intervenez, vous vous présentez, votre nom et votre organisme, et puis vous posez votre question, vous faites votre remarque, et voilà. Sinon, avec Valérie, on a aussi des questions de côté, mais voilà, qui souhaite se lancer? Il y a aussi des collègues dans la salle, oui, madame. Bonjour, merci à tous et toutes. Donc, Vicky Moore de Terre de Liens, l'association Terre de Liens, référente du groupe local Val-de-Marne, bénévole, bien sûr. Donc, j'ai une question, surtout pour les scientifiques, sur la chronologie, enfin, les délais et le temps qui nous reste avant, à votre avis, avant une perte irréversible. Voilà. Alors, la réponse va forcément être un petit peu compliquée. La question de l'irréversibilité, premièrement, derrière, on a une question d'échelle de temps. Dans le monde vivant, il n'y a rien d'irréversible. Tout dépend du temps que vous êtes prêt à attendre pour avoir une réponse. Et tout à l'heure, j'ai signalé que si les réponses au sens apparition de caractère, là, c'est extrêmement long. Ensuite, il y a la question de la déstructuration des communautés qui peut effectivement faire basculer un système vers un autre. Alors, il n'y a jamais rien, en fait. Il y a un système vers un autre. On prend pareil. Alors, je prends un exemple qui n'est pas en France, mais qui a été assez spectaculaire. Charnière 2020-2021, les grands incendies en Australie, une forêt qui est détruite, mais vraiment détruite à fond. C'est-à-dire que c'est tellement violent que le sol brûle, l'humus brûle, les graines brûlent, tout brûle. Et on ne voit pas se réinstaller la forêt. On voit s'installer une steppe à la place, tout simplement parce que la destruction était tellement forte et la surface était tellement grande que les espèces forestières qui peuvent se réinstaller, parce que le climat n'a pas changé. Donc le climat pourrait toujours
accueillir cette diversité forestière, mais pour l'instant, ça ne se fait pas, parce que les espèces vont venir de loin, parce qu'il n'y a plus de sol, donc on a une diminution de stock de nutriments. Les arbres, c'est des gourmands en nutriments, etc. Donc là, on peut considérer que c'est irréversible. Mais là encore, si vous revenez dans 200 ou 300 ans, peut-être, ou peut-être moins, j'en sais rien, on peut avoir éventuellement une reconstitution de la forêt, toutes choses étant égales par ailleurs. Donc c'est vraiment une question compliquée. Donc on ne peut pas dire vraiment, c'est à partir de là, à partir de telle époque, que ça devient dangereux. Par contre, les tendances, clairement, nous rapprochent d'une situation difficile. Quand on dit, ce que vous voyez dans la région, il y a des espèces qui montent, d'autres qui apparaissent, à la limite, peu importe la liste des espèces si je raisonne en termes fonctionnels. Ce qui semble important, c'est la richesse en espèces. Si j'ai moins d'espèces, là, clairement, en tout cas c'est ce que dit la théorie scientifique aujourd'hui, j'ai de fortes chances d'avoir perdu en résilience, en capacité à encaisser les coups, donc éventuellement aller vers un effondrement ou en tout cas un changement extrêmement drastique. Donc c'est ça qu'on peut dire. Tout ce qui va dans le sens, pour l'instant, d'une diminution de la diversité, que ce soit en espèces, que ce soit en génétique. En génétique, au niveau agriculture, c'est terrifiant. Une étude de la Fondation pour la recherche sur la biodive montre que sur les plantes cultivées, on perd à l'échelon national, on perd à l'échelon départemental, on perd à l'échelon des espèces. Donc tout ce qui conduit à cette perte de diversité, mais également à cette perte d'hétérogénéité. Un paysage tient à peu près le coup s'il est constitué d'une mosaïque de forêts, de prairies, de haies, etc. Donc l'hétérogénéité spatiale est un point important. En forêt, j'ai évoqué tout à l'heure le mélange des espèces. Mais une forêt naturelle, c'est un mélange de classes d'âge aussi. Aujourd'hui, quand on fait un reboisement, par exemple, on plante tout le même jour. Ça va pas, puisque la capacité des espèces à répondre à un changement dépend aussi de l'âge de l'organisme en question. Donc voilà, donc je pense qu'une règle, c'est de se dire que tout ce qui va dans une réduction de la diversité, de l'hétérogénéité du vivant, que ce soit dans le temps, dans l'espace, tout ce que vous voulez, fragilise le système et donc nous rapproche un éventuel effondrement du système. Mais je suis incapable de vous dire quand c'est irréversible. Alors il y a plein de gens qui travaillent là-dessus. Vous avez plein de gens à travers le monde qui font tourner des modèles, qui essaient de voir à partir de quelle diversité limite on a un changement brutal, etc., etc. Mais ce sont des questions théoriques aujourd'hui sur lesquelles il n'y a pas de réponse universelle en tout cas. Bonjour, moi je suis Marie Mondésert, je suis paysagiste au CIE de Paris. J'avais une question par rapport... Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est pour vous la migration assistée des arbres ? Alors donc ça part du constat que la capacité naturelle de déplacement des arbres, donc via les graines et le transport des graines par la faune, en général c'est de quelques centaines de mètres en moyenne sur les espèces. Donc ça va pas assez vite. Donc migration assistée, c'est l'idée que naturellement, si le climat n'allait pas trop vite, telle et telle espèce migrerait progressivement, par exemple du sud de la France vers le nord de la France, ou du bassin méditerranéen, comme on a vu à chaque fois qu'on a eu des glaciations, des déglaciations. Donc, comme aujourd'hui la question, c'est pas le changement de climat par rapport à la biodiversité, c'est la vitesse du changement. C'est là que ça va pas. Donc, on se dit, ok, je vais donc anticiper. Par exemple, je suis forestier. Au lieu de replanter un hêtre, par exemple, qui est très menacé au passage dans nos régions, eh bien, je vais planter, je sais pas moi, un chêne qui provient du sud de la France ou des choses comme ça. Je vais installer des végétaux dont il est hautement probable que si le changement climatique n'était pas trop rapide, ils viendraient s'installer. Alors, ceci dit, donc il y a de l'expérimentation aujourd'hui. L'ONF fait ce qu'on appelle des îlots d'avenir, je crois. C'est comme ça, des îlots d'avenir, voilà. Où ils testent effectivement quelques espèces qui pourraient être implantées valablement. Il ne faut pas pour l'instant changer d'une approche expérimentale contrôlée, parce que quand on implante, une espèce quelque part, il y a deux risques évidents. Le premier, c'est éventuellement d'importer avec des maladies qui sont liées à l'espèce et donc peut-être de contaminer d'autres espèces. Et puis surtout, il y a un problème évolutif. Normalement, dans une communauté, tous les organismes évoluent les uns avec les autres. Et donc, ils sont tous plus ou moins compatibles les uns avec les autres. Ils se contrôlent tous plus ou moins les uns les autres. C'est ce qu'on appelle la coévolution. Si vous balancez comme ça du jour au lendemain un élément qui n'a pas coévolué,
soit il peut effectivement être rapidement éliminé, soit au contraire, parce qu'il a des propriétés particulières physiologiques ou des modes de reproduction, etc., devenir une espèce qui va se répandre très très vite et du coup générer une perte dans d'autres espèces. Donc en fait, la migration assistée, c'est ça, c'est d'assurer le déménagement des végétaux ou des organismes dont on sait qu'ils déménagent pas assez vite, tout simplement. Voilà. C'est presque une nouvelle branche d'ailleurs de l'écologie qui se met en place. C'est assez... Moi, je rêve à des scénarios de science-fiction. Enfin, bon, on peut imaginer des trucs fantastiques sur la migration assistée, là. Bonjour, Nathalie Duhamel, Banque des Territoires. Vous avez parlé d'échelle de temps. Est-ce qu'il y a des questions d'échelle d'espace? Alors, je ne parle pas de la forêt, mais voilà, est-ce qu'on a des approches, je dirais, du plus petit espace au plus grand, bien entendu, approche mondiale, etc., où on se dit qu'il y a aussi des repères d'efficacité ou de non-efficacité. J'illustre du jardin pavillonnaire voilà, à la forêt domaniale. Alors oui, en écologie, il y a des théories assez classiques qui traitent de la question de l'espace. En gros, il y en a 2 ou 3, en gros. La première, c'est qu'en général, si vous vous intéressez au nombre d'espèces, qui n'est qu'une partie de la biodiversité, plus vous avez un territoire qui est grand, mieux c'est. Et la réciproque, c'est que lorsqu'on a un petit territoire, et ça c'est bien documenté, c'est bien modélisé, vous pouvez avoir des phénomènes, par exemple, de dérive génétique ou de choses comme ça, parce qu'il ne va pas y avoir d'échange avec l'extérieur, et donc vous risquez d'avoir comme ça des processus de disparition. Il y a des surfaces minimales de viabilité. Après, il y a une autre approche, qui est ce qu'on appelle la théorie de la biogéographie insulaire, enfin peu importe, qui traite de la connectivité. En gros, les conséquences pratiques de cette théorie, c'est de dire, pour une surface équivalente, préférez un écosystème d'un sol tenant qu'un écosystème en petits morceaux. Si vous avez un écosystème en petits morceaux, essayez de mettre en place des connectivités. Donc ça va être des corridors, ça va être la trame bleue, la trame verte et tout ce qu'on voudra. Ça, c'est bien, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est bien maîtrisé sur le plan de l'aménagement et qui est bien soutenu par la théorie écologique. Et si vous n'êtes pas capable de faire une connexion physique, par exemple une OE entre 2 forêts, débrouillez-vous pour que le milieu intermédiaire soit moins hostile pour le mouvement des espèces. Parce que ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les espèces fonctionnent en métapopulation. C'est-à-dire que vous avez 2 forêts, la population dans la forêt A, la population dans la forêt B, mettons de mésanges, je dis n'importe quoi. Eh bien, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des échanges réguliers entre la forêt A et la forêt B. S'il n'y a pas ces échanges, vous avez un isolement, donc avec des risques de dérive génétique. Et puis surtout, ces échanges permettent à la faune de réagir à des changements de conditions. Si cette forêt-là, pour une raison X, il y a un peu moins de ressources cette année-là, vous avez des individus qui vont décider de migrer dans l'autre forêt. Donc comme ça, vous maintenez un espèce de niveau de population assez élevé et vous avez du coup un facteur de régulation par migration qui se pose. Donc la continuité fonctionnelle, soit physique, soit parce qu'on travaille sur la qualité des milieux, c'est un point absolument clé. Mais la règle, c'est plus c'est grand, mieux c'est. Plus c'est connecté, mieux c'est. Et sur les toutes petites populations, il y a des espèces, notamment par exemple, qui étaient souvent relictuelles, tu l'as évoqué tout à l'heure, qui sont très menacées. On peut même calculer à l'année près quasiment la date de disparition, parce qu'il reste 10 individus et qu'on sait que ça ne va pas le faire, quoi. Voilà. Bonjour, Tina Mashregi, je suis directrice chez KPMG, donc cabinet de conseil et habitante de Saint-Denis, donc ville et territoire que j'aime beaucoup. Mon obsession, c'est comment traduire ces recherches et la science en actions concrètes pour les entreprises. Et donc, je suis très curieuse de comment vous, les chercheurs, vous voyez le rôle des entreprises. Est-ce qu'ils ont un rôle à jouer? Quel est le rôle? Où est-ce qu'ils peuvent avoir le plus d'impact? Est-ce que c'est un impact plutôt vraiment, ils doivent réfléchir au niveau très local, dans leurs installations, dans leur bureau à Saint-Denis, par exemple, mettre en place des initiatives? Est-ce que c'est plutôt une réflexion globale? Donc, comment vous voyez-vous le rôle des entreprises et où est-ce qu'ils peuvent avoir de l'impact? Merci. C'est une question qui s'adresse différemment à tous, mais peut-être d'abord. Luc, à vous. Alors,
Moi, je suis un fan de la nouvelle définition de l'entreprise qui a été donnée par la loi Allure, qui dit qu'une entreprise, elle est là pour faire des profits et pour exercer des responsabilités sociales et environnementales. Donc, une entreprise ou n'importe quel collectif de citoyens, à condition qu'on veuille bien s'appeler citoyen, il a des responsabilités. Une entreprise ne peut pas se borner à uniquement sa propre logique économique. Elle a des responsabilités de fait sociales et économiques, et en tout cas, c'est dans la définition officielle de l'entreprise. Ça, c'est le premier point. Et elle peut agir sur deux plans. Elle peut agir, effectivement, vous l'avez suggéré, sur le plan de ses locaux, etc., de son environnement immédiat. On peut parfaitement, là, j'ai un exemple très concret d'une boîte, grosse boîte qui est en train de monter une nouvelle ère de distribution de matériaux. Ils ont décidé de faire la biodiversité, sauf que là, ça ne va pas être une diversité classique, on va se contenter de planter quelques arbres. Il y a toute une réflexion qui a été faite sur le choix des espèces, sur la diversité génétique, sur la structure démographique de la plantation, etc., etc. Donc oui, une entreprise, si elle prend cet enjeu au sérieux, elle peut très localement faire des choses. Et puis après, mais vous le savez ça mieux que moi, une entreprise, elle produit des objets ou des services. Quel est l'impact écologique de ces services, tout simplement? Le simple, quand je passe commande, je sais pas moi, d'une rame de papier dans un bureau, je peux effectivement m'intéresser à une labellisation par rapport au carbone, mais je peux aussi m'intéresser, aller un peu plus loin et regarder si cette entreprise ce papier provient bien de forêts qui ont un impact sur la biodiversité. C'est pas parce que vous avez un bon bilan carbone que vous avez un bon bilan biodiversité. C'est même parfois le contraire. Donc voilà, je pense qu'à partir du moment où on a en tête les grands enjeux et les principes simples pour améliorer la situation, n'importe qui, y compris une entreprise, qu'elle soit grosse ou petite, peut le faire. Et j'ai même tendance à penser, il y a beaucoup d'exemples, ça mériterait d'ailleurs peut-être un jour de travailler là-dessus plus clairement, beaucoup d'entreprises qui ont pris les devants sur ces enjeux écologiques ont gagné en compétitivité. Parce qu'un jour ou l'autre, vous avez des règles qui tombent du jour au lendemain, parce que la situation devient tellement irréversible, et bien les boîtes qui ont anticipé, elles sont prêtes, elles sont compétitives, et c'est elles qui génèrent les normes. On a des exemples sur les pots catalytiques, etc., qui remontent à quelques années, mais il y en a plein. Donc moi, je pense qu'effectivement, une entreprise aujourd'hui, alors c'est facile à dire, parce que je conçois bien après qu'il y a des problèmes de compétition, etc., mais anticiper, parce qu'en fait c'est ça, c'est une anticipation et c'est un investissement. C'est deux mots-clés pour une entreprise. Et c'est exactement ce dont on parle pour la question du changement climatique et de la biodiversité. Bon, c'est un discours politique, là. J'ajouterais que nous, ce qu'on voit sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, c'est que la majorité en fait des porteurs de projets, c'est pas l'habitat individuel. En fait, c'est quand même globalement des entreprises. Toutes les grandes plateformes logistiques, les parkings, les grandes opérations immobilières sont le fait de grandes entreprises. Et je pense qu'il y a un vrai levier en fait d'essayer de construire autrement, d'aménager autrement, et pour le coup, ça relève de la responsabilité de l'entreprise. Moi, j'ai une anecdote par rapport à ça. Une fois, une entreprise m'avait contacté pour faire une formation pour leur cadre, en fait. Voilà. Donc, en gros, on m'a alpagué en disant bon, on a un vrai problème. En fait, on a un budget de développement durable qui est colossal. On n'arrête pas de faire des formations, on n'arrive pas à dépenser tous nos sous. Est-ce que vous pouvez arriver avec des solutions? Mais vraiment, je vous assure, c'est comme ça qu'on m'a contacté. Donc je dirais pas quelle était cette grande entreprise. Et en tout cas, ils ont cherché à former tous leurs cadres. Et notamment, en fait, la piste qu'ils avaient identifiée, c'était de dire, en fait, nous, les plus réticents sur les questions de développement durable, c'est ceux qui sont chargés de l'immobilier. Donc en fait, ceux qui sont chargés de la gestion du patrimoine de l'entreprise. Et en gros, il disait, on sent bien, et donc c'était le responsable du développement durable qui disait, notre levier, il est là. En fait, c'est qu'en fait, si cette entreprise qui fait, en gros, c'est une entreprise du luxe. Hein. Donc son impact sur l'aménagement, sur la gestion de l'eau, sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, par rapport aux produits qu'il fabrique, était quand même très largement indirect. Le seul levier, c'était bien la gestion immobilière. Donc déjà, rien que là, c'est un levier en fait, puisque voilà. Donc bon, en tout cas, c'est forcément, enfin, je rejoins en fait la remarque, c'est que les entreprises sont des habitants. Enfin, en tout cas du territoire, et donc ont autant à faire que l'habitant individuel, quoi. C'est-à-dire ? Non, pas du tout.
Non, il n'y a pas de certification. En fait, l'idée, c'est qu'il y a des politiques publiques qui sont portées sur le territoire, qui sont extrêmement ambitieuses, que ce soit porté par des territoires comme Pleine Commune ou ailleurs, Est Ensemble, enfin, en gros, les territoires, puis le département, et qu'il faut s'inscrire, en fait, dans ces enjeux-là. Alors que ce qu'on constate, malheureusement, c'est qu'on a un certain nombre de porteurs de projets qui, parfois, cherchent à faire un minima, quoi. Donc, voilà, je pense qu'il faut avoir un vrai souci de partager les ambitions portées par les politiques publiques, quoi. Oui. Juste, excuse-moi Brigitte, donc moi je prends la parole pour répondre par rapport aux entreprises parce que c'est un petit sujet que je commence à connaître. Donc je suis Marion Tillet, je travaille à l'Institut Paris Région et depuis quelque temps je suis en charge d'une mission économie et biodiversité et notamment d'un programme qui a été développé par l'OFB qui s'appelle, enfin l'Office français de la biodiversité, pardon, et qui s'appelle Entreprises engagées pour la nature. Donc justement, dans le cadre de ce programme, il y a vraiment une orientation de prise de conscience des entreprises de leur impact sur la biodiversité, dans leur chaîne de valeur, dans leur stratégie, sur leur foncier. Et ce programme Entreprises engagées pour la nature est aujourd'hui déployé en région avec un travail auprès des agences régionales de la biodiversité en région. Et nous, on commence à le mettre, on travaille à son déploiement sur l'Île-de-France depuis fin janvier. Et donc voilà, donc il y a vraiment cette envie, ce projet d'accompagner les entreprises, notamment, à l'échelle de la région, ce sera plutôt les PME et les petites entreprises et les très petites entreprises. L'OFB portera plutôt les grandes entreprises. Mais voilà, il y a vraiment ce courant d'accompagner les entreprises à considérer la biodiversité dans tout leur système. Merci. Peut-être pour rajouter, effectivement, là c'était vraiment très éclairant de considérer effectivement que les entreprises sont des citoyens, des espèces de méta-citoyens, des citoyens au-dessus des citoyens, mais en tous les cas avec des engagements, des devoirs en dehors de celui qui est l'objectif naturel d'une entreprise, qui est de fonctionner en faisant du profit pour s'étendre. Il y a quand même pas mal d'outils qui ont été développés. Je pense à des outils qui ont été produits à l'ARB, par exemple, sur réfléchir au sourçage des matériaux, au sourçage des intrants, enfin de ce qu'il y a en amont dans l'entreprise. Et puis ça peut aller comme ça dans le rapport à venir sur les solutions fondées sur la nature. Je ne doute pas qu'il y aura des éléments qui sont déployables par les entreprises à minima. Et puis il y a aussi, effectivement, ça a été évoqué, conscientiser le monde de l'entreprise à ça. Et il y a comment dirais-je, il y a la solution la plus simple et peut-être la moins engageante, qui est de mécéner sur les résultats, qui est indispensable au monde de la recherche comme au monde associatif, bien sûr. Mais c'est peut-être celui qui est le moins engageant pour l'entreprise. Et puis après, effectivement, de réfléchir dans toute la chaîne de production, que ce soit des services ou des biens, à ce que fait l'entreprise. Et puis il y a aussi un troisième truc, c'est d'essayer d'emmener l'entreprise dans la participation à la collecte de données qui servent au suivi de la biodiversité. Et donc là, c'est d'emmener l'entreprise, en fait, dans les programmes de sciences participatives et de faire intégrer ça. Sans que de manière à ce qu'il y ait effectivement une prise de conscience et ce qu'on voit très très bien sur les particuliers, c'est que la compréhension des enjeux de biodiversité, ça a été montré par des anthropologues qui ont bossé sur les gens qui participent à des programmes de sciences participatives ouverts au grand public et même très très simples. Ce qu'on voit très très bien, c'est qu'en fait, il y a une meilleure compréhension des enjeux de biodiversité qui est au fil de la participation. Et ça va même plus loin, c'est non seulement compréhension, mais c'est aussi prise en compte dans les gestes du quotidien. C'est-à-dire que ça donne de la valeur aux gestes de prise en compte. Donc ça pourrait être aussi une autre manière de... Merci. Du coup, ça m'amène à poser une question à Ronan sur les citoyens.
alors on pourrait parler des associations aussi, mais vous avez beaucoup insisté sur les questions d'usage et on voit bien que vous avez développé des méthodes particulières pour identifier, puis pour vous donner les moyens d'impliquer aussi les gens. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce qui fonctionne? Est-ce que ça va dans le sens que vous attendez? Qu'est-ce que vous pourriez recommander à ceux qui voudraient faire pareil? Alors du coup là-dessus, je suis pas spécialiste, donc autant déjà le dire dans ma réponse, c'est que en tout cas nous on souhaite y attacher une véritable importance, donc on y passe le temps qu'il faut et on se fait accompagner par les personnes qu'il faut sur ce sujet-là. Donc en fait, dans toutes les opérations sur lesquelles on est intervenu ou sur lesquelles qu'on a nous-mêmes piloté, en tout cas, il y a eu des études dédiées au recueil des usages, à un travail d'enquête. Y compris donc dans mon équipe, il y a des personnes qui sont issues de la recherche et donc qui ont fait développer ces méthodes-là propres à la géographie notamment, d'aller enquêter sur le terrain. Donc on a remobilisé ça nous-mêmes de manière assez artisanale. Mais on fait aussi intervenir des bureaux d'études. On travaille avec des aménageurs aussi sur des cahiers des charges spécifiques. Donc ça existe déjà dans les opérations d'aménagement assez classiques de faire des diagnostics d'usage. Et notamment là, on travaillait donc avec l'aménageur de Pleine Commune, donc Pleine Commune Développement, pour éventuellement essayer de faire développer... en tout cas, on avait eu cette piste qui est pour l'instant pas encore aboutie, mais d'essayer d'amender leur document de diagnostic d'usage avec cet angle haut. Parce que souvent, en diagnostic d'usage, on va aborder la question de la mobilité ou la question de comment on pratique les espaces, etc. Mais la composante eau, elle n'existe pas. Donc du coup, l'idée serait que en fait, systématiquement, cette composante-là soit regardée. Et donc on pourrait imaginer enrichir encore. Et puis après, l'autre aspect quand même, et tu citais les associations, c'est extrêmement important pour nous. C'est-à-dire que justement, on pense que les meilleurs experts des usagers eux-mêmes, des usagers, c'est les usagers eux-mêmes. Et donc nous, on essaye beaucoup de travailler avec les associations. Et donc notamment sur le travail de Pont-Tiblon, il y a énormément de choses qui se sont faites où on a été vraiment aller investiguer, déjà essayer de recueillir les associations présentes, diverses. Ça va du syndic de copropriété aux anciens combattants, mais qui ont leurs locaux qui sont juste à côté du bassin. C'est d'aller regarder tout ça. Et puis de s'appuyer sur ces associations-là, pour recueillir en fait les aspects, de la connaissance en fait sur les usages, quoi. Voilà, donc ça reste assez, je sais pas comment dire, artisanal, mais voilà. En tout cas, on y passe du temps et on y attache beaucoup, on y porte beaucoup d'attention. Et je pense que c'est quand même. Et après la méthode, il y a des gens qui font ça bien mieux que moi, quoi. Je crois qu'il est, il est 11h, 11h. Bon. Oui, peut-être une toute petite, on prend encore quelques minutes, très peu, mais une toute petite dernière question pour Ronan encore. Est-ce que votre méthode diffuse ou est-ce que peut-être vous vous étiez déjà inspiré, mais en Île-de-France, ce type de démarche, elle se déploie la méthode pour l'eau, autour de la politique sur le manifeste, de l'eau. Est-ce que vous êtes en dialogue avec d'autres collectivités Oui, de toute façon, c'est un petit monde. La question de l'eau, rien que dans la salle, il y a des gens que je connais, que je vois à plusieurs reprises. Je sais pas comment. Est-ce que ça se diffuse? Je sais pas. Je pense que nous, on a une approche qui est un peu atypique. Mais qui est le fruit de notre histoire. C'est-à-dire que déjà dans les années 90, on était précurseurs, et je peux autant le dire que c'était pas moi, c'était Thierry Métro à l'époque, qui était une vraie figure dans le monde de l'eau et qui avait déjà fait bouger les lignes, qui était passé de l'approche très de l'ingénierie, et lui était urbaniste, qui avait cherché à tenir un discours un peu différent. Donc je pense qu'on est un peu le fruit de cette histoire-là, qu'on est en dialogue de toute façon avec l'ensemble des collectivités, que tout ça percole. Est-ce que ça fait, est-ce que on fait tache d'huile? Je sais pas, j'en sais rien. Ça serait aux autres collectivités de demander si on est inspirant ou pas. C'est pas, je sais pas. Voilà. J'avais une question peut-être aussi. Pour aller un peu dans ce sens, j'ai noté tout à l'heure un sujet qui revient très très fréquemment au sein du GREC, c'est la pensée en silo au sein de votre collectivité. Sur des sujets. La question de l'eau doit être traitée avec les techniciens ingénieurs de l'eau. Et là, vous avez fait tout un travail justement pour essayer de désiloter tout ça. Et j'aimerais que vous nous en parliez un petit peu plus. Vous avez pris du temps, vous avez fait pris des moments pour que les services discutent. Et est-ce qu'il y a eu une pérennisation
Voilà, comment ça s'est passé? Alors c'est un long processus. Enfin, c'est-à-dire qu'on est clairement pas au bout au sein même de notre collectivité. Et quand je dis ça, il y a aucune critique de ma part. C'est que, en fait, c'est des pratiques professionnelles, c'est des réflexes. Alors, une des raisons pour laquelle, notamment, mon équipe s'est beaucoup renouvelée. Enfin, moi, ça a été vraiment quelque chose que. Enfin, j'ai travaillé avec une sociologue il y a quelques années, donc Mathilde Soyer, qui travaillait sur justement comment créer l'innovation dans le monde de l'eau. Et en fait, un des enseignements de son travail de recherche dans le cadre de sa thèse, c'était de se dire, si on veut pouvoir innover dans notre monde, il faut qu'on s'entoure de marginaux-séquences, c'est-à-dire de gens qui, d'un point de vue de la sociologie, ont des pieds dans plusieurs mondes, quoi. Et du coup, moi, c'est ce que j'ai cherché à faire avec mon équipe. C'est-à-dire qu'avant, on n'était que des ingénieurs, donc on pensait ingénieurs, on parlait comme des ingénieurs, et on s'adressait très bien à des ingénieurs, mais on avait parfois un petit peu plus de mal à parler avec des paysagistes, parce que le mot bassin, il dit pas la même chose pour un ingénieur qui tout de suite pense volume que un paysagiste qui lui va penser peut-être volume, mais qu'on peut habiller, et puis que la géographe qui dit dans lequel il y a des usages, quoi. Et donc du coup, l'idée, c'est d'essayer de mettre tout ça dans la même équipe. C'est pour ça que mon équipe est pluridisciplinaire. Donc ça, c'est déjà un premier point. Et donc quand on va travailler avec certains interlocuteurs, y compris d'autres directions au sein du département, j'envoie en éclaireur plutôt la géographe ou plutôt l'architecte, quoi. Enfin, en gros, c'est un peu ça l'idée, quoi. Donc ça, c'est le premier travail. Et puis après, il y a vraiment la question du manifeste, hein. Ça a été un vrai travail de longue haleine pour essayer de formuler des choses dans des termes où on jargonne pas, où tout le monde peut le comprendre, où les mots sont simples. Enfin, ils sont simples dans le sens où ils sont pas techniques, et ils sont pas techniques affiliés à un type de posture professionnelle. Donc après, voilà, il y a des pratiques, ça prend du temps. On vient encore nous voir au sein du département, on dit ah oui, j'ai un problème avec mon débit, est-ce que vous pouvez venir calculer? Et on a envie de dire non, mais on fait plus ça maintenant, nous. On a envie de parler de ça autrement, quoi. Voilà. Mais voilà, mais c'est pas c'est une intention qu'on a. Voilà, la notion de manifeste, c'est un point de départ selon moi. Mon équipe, c'est un autre point de départ qui va nous aider à appuyer ça, et puis après on verra ce que ça donne, quoi. Mais c'est en construction, quoi. Ok, on va clore. Peut-être juste rappeler que le GREC organise dans 2 jours, je crois, un échange, une journée d'échange sur cette question des liens. Exactement. Voilà, tout à fait. Merci Brigitte voilà, de nous permettre de rebondir sur cette discussion parce que justement, nous souhaitons au sein du GREC pouvoir faire dialoguer en fait les sciences, les opérateurs et les chercheurs de sciences humaines et de sciences dures, voilà, qui n'ont pas non plus toujours l'habitude de communiquer entre eux. Donc ce sera le 28 mai à Sorbonne Université, au Centre international. Voilà. Nous vous accueillons toute la journée, donc c'est visible sur notre site. Vous pouvez encore vous inscrire. Donc voilà. Et je vous propose qu'on applaudisse tous nos intervenants. Ah oui, j'ai pas dit le titre. Ouais. Merci à tous. Vous aurez le podcast et les PowerPoints sur le site de l'Institut. Voilà, et très prochainement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Brigitte.